Bonjour à tous, dans cette première partie de notre formation, nous allons présenter Docker de manière très rapide d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Docker existe depuis 2013, donc c'est une solution qui a déjà beaucoup fait parler d'elle. Donc je pense que beaucoup d'administrateurs système et réseau connaissent cette solution. Si vous ne connaissez pas cette solution, ça sera du coup l'occasion. Et de toute façon, ce que vous devez vous dire, c'est que depuis 2013, il y a déjà eu énormément de formations sur Docker. Vous avez plein de forums qui parlent de Docker. Vous avez plein de blogs qui parlent de Docker. C'est la raison pour laquelle nous allons rapidement présenter la solution. Mais si vous voulez connaître Docker dans le détail, vous pouvez aller sur Internet ou sur le site officiel pour avoir le maximum d'informations. D'accord? Commencer avec quelques définitions. C'est quoi Docker? Docker, c'est une technologie de containerisation qui permet la création et l'utilisation de conteneurs Linux. On dit bien ici de conteneurs Linux. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il existe des conteneurs sous Windows ou des environnements Windows? La réponse, c'est oui, avec Docker pour créer des images pour Windows, ok? Mais à la base, sachez que Docker, c'est une solution open source, et qui dit open source dit Linux. Et donc Docker a été développé sur Linux, et la majorité des images Docker sont des images Linux, ok? Ensuite, on vous dit un conteneur est un processus ou un ensemble de processus isolés du reste du système. Tous les fichiers nécessaires à l'exécution sont fournis par une image distincte, ce qui signifie que les conteneurs Linux sont portables et fonctionnent de la même manière dans les environnements de développement, de test et de production. Une plateforme logicielle qui vous permet de concevoir, tester et déployer des applications rapidement. Avec ces trois définitions, vous savez maintenant ce que c'est qu'un conteneur et ce que c'est que Docker. Quels sont les avantages des conteneurs Docker? Le premier avantage, c'est la modularité, c'est-à-dire la décomposition des applications. Prenons par exemple l'application Facebook. Lorsque vous vous connectez sur Facebook, vous avez accès à Facebook Messenger, vous avez accès au groupe, à l'application anniversaire, aux événements, au chat, etc. Tout ça, ce sont des applications. Alors, techniquement, on va dire que Facebook est décomposé en microservices. Donc, vous avez le service chat, le service Messenger, le service anniversaire, événements, etc. Avec la modularité, si par exemple Facebook Messenger est HS, il n'y a pas un impact en fait sur toute l'application Facebook. Ce qui fait que on peut réparer ou mettre à jour Facebook Messenger sans mettre à jour toute l'application Facebook. C'est de ça qu'on vous parle ici au niveau de la modularité. Alors, le deuxième avantage des conteneurs, ce sont les couches et le contrôle des versions d'image. Alors, lorsque je vais créer en fait un conteneur, je vais utiliser une image. Donc, prenons par exemple cette image-là. On va dire Ubuntu. D'accord? Lorsque je souhaite créer un conteneur qui s'appelle Toto, donc qui héberge l'application Toto, je vais utiliser l'image Ubuntu. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans cette image, vous avez des couches, ok? Lorsque je vais exécuter une action sur le conteneur, par exemple, je fais un docker run, en fait, je vais créer ici une nouvelle couche. Hop, que je vais faire comme ça. D'accord? Et à chaque fois que je vais exécuter une action sur le conteneur, je crée une couche. Le fait qu'il y ait des couches superposées va me permettre de gérer les versions. Ça veut dire que en V1, j'avais fait la commande docker. En V2, j'ai fait
par exemple, Docker image. Donc, si je veux revenir en arrière, c'est-à-dire en V1, grâce aux couches ou à la superposition des couches, je peux faire une restauration. D'accord? C'est ça l'avantage. Et du coup, vous avez une image Ubuntu ici avec plusieurs couches. Ça veut dire que je peux créer plusieurs conteneurs. Donc, je peux créer un deuxième conteneur ici qui va faire tourner une application qui s'appelle Titi et qui va aussi me créer des couches. D'accord? Donc, je peux créer autant de conteneurs que je souhaite à partir d'une seule image. Et je vais gérer les versions à partir de la superposition des couches. Sachant que les couches sont propres à chaque conteneur. D'accord? Donc, c'est ce que j'explique ici. Donc, chaque fichier image Docker est composé d'une série de couches. Ces couches sont assemblées dans une image unique. Donc voilà, je vous ai dit à partir d'une image, on peut créer beaucoup de conteneurs. OK? Chaque modification de l'image engendre la création d'une couche. Donc chaque fois qu'un utilisateur exécute une commande comme un run ou copy, une nouvelle couche se crée. Donc grâce aux superpositions des couches, il est plus facile de faire une restauration d'une image. OK? Alors, le dernier avantage d'un conteneur Docker, on va l'expliquer avec ce petit exemple. Donc avant, il fallait plusieurs jours pour mettre en place du nouveau matériel, le faire fonctionner, l'approvisionner, le rendre disponible. C'était un processus complexe et fastidieux. Aujourd'hui, avec les conteneurs Docker, vous pouvez effectuer tout cela en quelques secondes seulement. En créant un conteneur pour chaque processus, vous pouvez rapidement partager les processus similaires avec de nouvelles applications. De plus, comme vous n'avez pas besoin de redémarrer le système d'exploitation pour ajouter ou déplacer un conteneur, le délai de déploiement s'en trouve encore réduit. Ce n'est pas tout. La vitesse du déploiement est telle que vous pouvez vous permettre de créer et détruire facilement et à moindre coût les données de vos conteneurs sans aucun problème. Qu'est-ce que cet exemple veut nous expliquer? Je vais vous faire rapidement un schéma. OK? Donc là, j'ai une machine physique. Dans cette machine, je vais installer Docker. OK? J'installe Docker. Alors, je souhaite tester l'application Zabbix avant les conteneurs. Pour tester Zabbix, je vais aller télécharger l'ISO sur le site officiel de Zabbix. Ensuite, je vais l'installer sur mon serveur. OK? Du coup, sur mon serveur, je dois par exemple avoir un CPU spécifique, une mémoire RAM spécifique et un disque, de préférence un SSD, d'accord, pour tester les performances des Zabbix. Et du coup, quand je vais installer Zabbix, ça va me prendre beaucoup de temps pour l'installation, la mise à jour, etc. Et lorsque j'installe Zabbix, Zabbix en fait est compilé dans l'ISO. Et en réalité, dans l'application Zabbix, vous allez retrouver le serveur Nginx, vous allez retrouver MySQL, et vous allez retrouver l'application Zabbix elle-même, d'accord, les binaires de Zabbix. Du coup, tout ça est inclus dans un même package. Donc, vous voyez que ça va vous demander du temps, ça va vous demander d'avoir une bonne machine pour tester cela. Avec les conteneurs, qu'est-ce que l'éditeur de Zabbix a fait? Il a créé une image qui est plus légère que cette ISO-là, d'accord? Et tout ce que j'ai à faire, c'est de lancer une commande. Donc, je fais un docker run Zabbix. Donc, lorsque je vais faire un docker run Zabbix, bien sûr, il faut avoir Internet et il faut avoir un compte sur le registry. Le registry, c'est le serveur d'images Docker. Donc, lorsque je lance cette commande, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller télécharger une image qui est déjà toute faite avec toutes les librairies pour faire tourner Zabbix. D'accord?
Et cette image-là peut peser, par exemple, on va dire 200 mégas. Alors que l'ISO ici peut faire 4 gigas. OK? Donc, vous voyez déjà la différence. Et lorsque je vais télécharger l'image, ça va même faire quelques secondes pour se télécharger et pour s'exécuter. D'accord? Et une fois que l'image est installée ou stockée sur mon serveur, je vais donc lancer la commande docker run pour faire fonctionner Zabbix. Donc ça se fait en quelques secondes. Et ce n'est même pas parfois des questions de minutes, ce sont des secondes. Et lorsque Zabbix va se lancer, il va être décomposé en fait en microservices. J'aurai un service ou un processus pour Zabbix. J'aurai un processus pour MySQL. J'aurai un processus pour Nginx. De ce fait, les processus sont séparés, d'accord? Même si Zabbix utilise le même processus que MySQL, les deux processus restent indépendants. Ça veut dire que je n'utilise pas le même processus sur les mêmes applications. D'accord? Ça, c'est l'application MySQL, ça, c'est l'application Zabbix. Donc, si j'ai par exemple un processus qui s'appelle Toto, j'ai aussi le même processus ici qui s'appelle Toto. Les deux processus sont indépendants. Alors que dans l'ancienne configuration, si je n'utilise pas les conteneurs, j'ai un processus qui s'appelle Toto. Si Toto gère Zabbix, il peut aussi gérer MySQL. Donc, vous voyez que le même processus peut être sollicité par plusieurs applications, ce qui va faire en sorte qu'il y aura, on va dire, une surcharge d'utilisation. Alors qu'ici, vous avez le processus Toto, vous avez aussi le processus Toto ici. Ce sont les mêmes processus, mais ils sont indépendants. Voilà une grosse différence entre les conteneurs et les machines virtuelles ou tout simplement les anciens systèmes où on ne fait pas de la virtualisation. D'accord? Alors, comment est-ce que Docker fonctionne? Docker va en fait utiliser le noyau Linux, en l'occurrence le système d'exploitation hôte, pour utiliser des fonctions telles que les groupes de contrôle et les espaces de nom. D'accord? L'objectif, ça sera de séparer ces processus afin qu'ils puissent s'exécuter de manière indépendante. OK? Donc, les C-groupes ou groupes de contrôle vont limiter l'utilisation des ressources telles que le CPU, la mémoire, les entrées-sorties, les failles système. Alors, ça signifie tout simplement que lorsque vous allez créer des conteneurs, il y aura bien sûr une mémoire qui sera affectée à ce conteneur-là. Il y aura le CPU, la RAM, etc. Et même les volumes. Donc, ça veut dire que tous les conteneurs que vous allez créer vont utiliser les ressources du système hôte. Ceci veut dire tout simplement que si vous voulez créer plein de conteneurs, il faut penser à optimiser en fait ou à customiser votre système hôte, c'est-à-dire lui donner un bon CPU, lui donner assez de RAM, mettre en place un disque SSD d'1 Tera, etc. Voilà. Et ensuite, les espaces de nom vont restreindre la visibilité du groupe de processus au reste du système. D'accord? C'est ça qui va permettre en fait d'utiliser les mêmes processus, mais de les utiliser en fait de manière indépendante sur chaque conteneur. C'est ce que j'ai expliqué dans le schéma précédent. D'accord? Donc l'objectif en gros c'est de rendre les processus indépendants. D'accord? Et de permettre ainsi d'exécuter plusieurs processus et applications séparément les uns des autres afin d'optimiser l'utilisation de votre infrastructure tout en bénéficiant du même niveau de sécurité que celui des systèmes distincts. Donc voilà, il y a un peu de répétition dans ce que je dis, mais ça vous permet de comprendre quel est l'intérêt d'utiliser Docker. Comment est-ce que Docker fonctionne? D'accord? Quelle est la différence entre les conteneurs et les machines virtuelles? Pour faire cette différence, je vais me baser sur ces deux schémas. Vous avez d'un côté un schéma qui représente l'architecture pour créer des machines virtuelles et d'un autre côté, vous avez un schéma qui représente l'architecture pour créer des conteneurs. Alors, pour les machines virtuelles, j'ai donc un serveur physique. Sur ce serveur physique, je peux installer directement un hyperviseur. Ça sera du coup un hyperviseur de type 1
comme KVM qui est natif avec Linux ou VMware XXI. D'accord? Et si j'installe un hyperviseur de type 2 comme VirtualBox ou VMware Workstation, je vais devoir installer un système d'exploitation hôte comme Windows 10 ou Windows Server 2012, 2016, 2019, etc. D'accord? Et donc, quand je veux créer ma machine virtuelle, je crée ma machine virtuelle et dans ma machine virtuelle, j'installe encore un système d'exploitation hôte qui va me fournir des binaires et des librairies. Et là, je peux installer mon application. D'accord? Alors, si je regarde le cas des containers, j'ai donc une machine physique ou un serveur physique ou une machine virtuelle dans lequel je vais installer un système d'exploitation hôte. Une fois que j'installe mon système d'exploitation hôte, je vais donc installer le logiciel Docker, représenté ici par le moteur Docker. Et lorsque je veux créer un container, je n'installe plus un système d'exploitation hôte, mais je crée directement un container qui contient les binaires et dans lequel je vais installer mon application. D'accord? Vous voyez la différence des couches ici. Donc, vous avez toute la partie guest hôte, donc système d'exploitation hôte, qu'il n'y a pas ici. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand je regarde ces deux schémas, ici, au niveau de la virtualisation, on va virtualiser le matériel. Puisque si je prends par exemple VirtualBox, je vais prendre VirtualBox ou VMware Workstation pour que vous voyez. Très bien. Donc voici VMware Workstation. Je vais aller dans les propriétés d'une machine. Donc hop. Donc pour la virtualisation, qu'est-ce qu'on fait? On virtualise en fait le matériel. Donc on virtualise la mémoire, le processeur, le disque, le réseau. On virtualise tout ça. Ce qui fait que lorsque j'utilise les ressources, si j'installe une application ici, l'application va utiliser les ressources de mon système d'exploitation hôte et mon système d'exploitation hôte va aussi aller utiliser les ressources de mon serveur physique, en l'occurrence la RAM, le CPU, le disque, etc. D'accord? C'est la raison pour laquelle au niveau de la virtualisation, bien qu'on virtualise le matériel, on utilise beaucoup de ressources. Alors qu'ici, on virtualise tout simplement le système d'exploitation. On vient utiliser le système d'exploitation hôte, mais on va séparer les processus pour gérer les applications. D'accord? Donc, c'est toute cette grosse différence que vous allez donc constater entre les machines virtuelles et les containers. Et vous allez voir que utiliser les containers est très avantageux par rapport aux machines virtuelles. Mais attention, on ne peut pas tout containeriser, ce qui signifie que dans certains cas, vous serez amené à utiliser des machines virtuelles. Dans d'autres cas, vous pouvez utiliser des containers. D'accord? Ce que vous devez retenir dans la différence entre les containers et les machines virtuelles, c'est que la virtualisation, on virtualise le matériel. Et puisqu'on a un système d'exploitation hôte, on va utiliser beaucoup de ressources au niveau du matériel, c'est-à-dire le CPU, la RAM, le disque, etc. Par contre, les containers, nous n'avons pas de système d'exploitation hôte, donc on utilise moins de ressources. Et pour les containers, on virtualise le système d'exploitation. Donc, la différence se récapitule dans ce tableau. Au niveau des machines virtuelles, vous avez donc l'isolation des processus au niveau matériel. Pour les containers, ça sera l'isolation des processus au niveau système d'exploitation. Donc, chaque machine virtuelle a un système d'exploitation distinct. Ici, chaque container peut partager le même système d'exploitation. D'accord? On démarre les machines virtuelles en quelques minutes. Par contre, les containers, ça démarre en quelques secondes. D'accord? Au niveau du poids, voilà, les machines virtuelles, comme vous le savez, vous pouvez aller jusqu'au giga. Par contre, les containers, vous allez jusqu'au méga. Après, vous pouvez atteindre le giga aussi, bien sûr. Alors, les VM prêtes à l'emploi sont difficiles à trouver, d'accord? Sur Internet, on peut trouver des machines virtuelles, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, pour les containers, vous avez des images qui sont préconstruites. Vous avez aussi des containers qui sont déjà préconstruits. D'accord? Vous avez plein d'éditeurs qui le font.
Les VM peuvent facilement se déplacer vers un nouvel hôte, d'accord? Par contre, on peut détruire facilement un conteneur et on le recrée tout de suite, ok? Donc, plus d'utilisation des ressources, on en a parlé, moins d'utilisation des ressources, d'accord? Alors, nous allons maintenant parler de l'architecture Docker, à savoir comment est-ce que Docker est conçu, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, vous avez dans un premier temps le moteur Docker ou le Docker Engine ou le démon Docker. C'est la partie centrale du dispositif. Son rôle, exécuter les conteneurs et gérer l'aspect isolation et sécurité. Ensuite, vous avez l'autre rôle qui est de gérer les ressources d'un conteneur, c'est-à-dire la RAM, le réseau, le volume, le CPU, etc. Ensuite, vous avez le client Docker. Le client Docker va nous permettre d'interagir avec Docker Engine. Il peut s'installer sur la même machine que Docker Engine ou il peut s'installer sur une machine d'un utilisateur, donc sur le PC d'un utilisateur, séparément du Docker Engine. D'accord? On va donc retrouver un client en ligne de commande, c'est ce que nous allons utiliser. Et vous avez aussi un client sous forme d'application graphique qu'on va installer sur Windows ou sur Mac. OK? Ensuite, on va retrouver dans l'architecture de Docker des images. D'accord? Une image, c'est tout simplement un modèle de binaire en lecture seule avec des instructions pour créer un conteneur Docker. Ceci dit, pour exécuter ou démarrer un conteneur, on aura besoin d'une image. Vous allez retrouver par exemple des images de type système comme des images Ubuntu, CentOS, Debian. Sinon, vous pouvez avoir des images qui hébergent déjà des applications comme par exemple une image MySQL qui a un système d'exploitation mais qui a l'application MySQL. Vous allez retrouver une image Nginx, d'accord? Donc voilà. Du coup, les images peuvent se télécharger depuis des registries. Donc, les registries, c'est tout simplement des serveurs d'images. Donc, vous avez des registres des registries privés ou publics. Le registre public, c'est celui de Docker qui s'appelle Docker Hub. Et si vous voulez, lorsque vous installez Docker, vous pouvez créer votre propre registre privé en utilisant, généralement, c'est le port 5000 qu'on va utiliser. OK? On verra ça. Et donc, lorsque vous téléchargez une image sur un serveur d'image, par exemple sur Docker Hub, l'image va d'abord se télécharger dans un premier temps sur votre serveur. Donc, vous avez installé votre moteur Docker et ensuite, vous pouvez créer vos conteneurs. OK? Donc, il est possible de modifier ces images-là en rajoutant des instructions supplémentaires pour créer vos propres images. OK? Enfin, nous avons les conteneurs. Donc, comme vous le savez maintenant, pour lancer ou créer un conteneur, vous avez besoin d'une image. Et donc, un conteneur, c'est une instance d'une image. Donc, à partir d'une image, on peut créer plusieurs conteneurs. La raison pour laquelle l'image est donc statique et le conteneur est dynamique. Donc, s'il n'y a pas d'image, il n'y aura pas de conteneur. OK? Donc, ce que vous devez vous dire, c'est qu'une image, c'est un binaire, tandis qu'un conteneur, c'est un processus. OK? Donc, c'est important ces termes-là. D'accord? Alors, pour faire un récap de tout ce que nous avons dit avec ce schéma-là, vous avez donc le client ici. Soit vous l'installez sur la même machine que le démon Docker, soit vous l'installez sur votre PC. D'accord? Et du coup, le client va lancer des commandes. Par exemple, si le client lance la commande Docker run, qu'est-ce qui va se passer? Donc, alors, je ne vous ai pas donné toute la commande, mais s'il lance une commande Docker run, il précise le nom de l'image, par exemple Nginx ou Ubuntu. Il envoie en fait cette commande au démon Docker. Le démon Docker va d'abord vérifier dans un premier temps si l'image est stockée en local. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter au registre, que ce soit le registre privé ou public. Il se connecte sur le registre.
il télécharge la dernière version de l'image si bien sûr le client n'a pas précisé laquelle des versions il souhaite, voilà. Dès qu'il télécharge l'image, l'image est stockée du coup en local et ensuite il crée donc le conteneur. C'est aussi simple que ça. D'accord? Très bien, nous en avons terminé avec les explications. Nous allons passer aux choses sérieuses. Et je pense que c'est la partie la plus attendue par les apprenants. Nous allons donc installer Docker et découvrir comment on travaille avec Docker. Pour info, Docker s'installe sur Linux, sur Windows et sur Mac. Donc pour l'installation, nous allons nous référer à la documentation officielle. Ce que je n'aime pas faire généralement dans mes formations, c'est d'essayer de tout donner aux apprenants. Il faut utiliser la documentation officielle si vous souhaitez aller plus loin. D'accord? Lorsqu'on vous donne des documents, vous allez vous baser sur ces documents-là. Le jour où il y a une mise à jour sur la documentation officielle, vous allez rester avec des documents. Vous allez vous fier à ces documents-là. Et ensuite, lorsqu'il y aura une mise à jour, il y aura forcément des fonctionnalités qui ne vont plus marcher ou qui ne marcheront pas comme ça marchait avant et vous allez être bloqué. Donc, basez-vous toujours sur la documentation officielle. OK? Donc, pour la suite de notre formation, nous allons installer Docker. Je vous dis à tout de suite.